j'aimerais d'abord te remercier parce que si on fait cette vidéo ici sur la bataille des plaines d'Abraham, c'est un peu grâce à toi et un live qu'on a fait il y a quelques années maintenant, Exact. qui m'avait éveillé ma curiosité sur le sujet, celle d'un Français qui aime l'histoire mais qui ne connaît pas plus le sujet que ça, alors qu'ici je me suis rendu compte que tout le monde connaît la bataille des plaines d'Abraham. Donc je me suis dit que ce serait quand même intéressant d'en parler. Tu as fait une très bonne vidéo sur le sujet aussi d'ailleurs. Donc voilà, mais pour en parler, j'aimerais qu'on replace un petit peu le contexte, Ouais. puisque la bataille des plaines d'Abraham, elle se passe pendant la guerre de 7 ans. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la guerre de 7 ans? Bien, c'est ça, il y a différentes manières d'appeler cette guerre-là. Toi, tu viens de dire la guerre de 7 ans. Ici, on la connaît sous le terme la guerre de la conquête. Pourquoi? Parce que justement, les francophones, les Français, les Canadiens ont été conquis par les Britanniques. Donc, juste le fait de nommer cette guerre-là, guerre de la conquête, ça te le donne. Bon, la guerre de la conquête, c'est au milieu du 18e siècle. Les luttes qui durent depuis des années entre les Britanniques et les Français, ça commence grossièrement, bon, on pourrait recommencer même jusqu'au Moyen Âge, mais à l'époque moderne, ça va des guerres de Louis XIV environ jusqu'à Napoléon Bonaparte. C'est ce qu'on appelle, ce que Denis Crouzet a considéré la deuxième guerre de 100 ans, qui oppose justement ces deux nations pour le contrôle pas juste de l'Europe, mais aussi le contrôle colonial. Il va y avoir un empire colonial pour l'Angleterre et un autre empire colonial très important pour la France. La France a souvent oublié cet empire colonial. Pourquoi? Parce qu'elle l'a perdu, tout simplement. Et la guerre de la conquête, la guerre de 7 ans, c'est ce moment de basculement où on voit la domination française perdre de sa superbe au profit de l'Angleterre qui va conquérir la plupart des colonies françaises et la France va se renfermer vers le côté européen pour délaisser les colonies. Donc, c'est ça que représente la guerre de 7 ans. Mais on s'entend que officiellement, ça commence en 1756 jusqu'en 1763, mais ça commençait un peu avant ça ici. On se battait sur le continent. Parce que sur le continent, tu as la Nouvelle-France, qu'on dit aller grossièrement de la baie d'Hudson jusqu'au golfe du Mexique, mais entre toi et moi, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'on dit que c'est au territoire français, mais pas vraiment. Ok. Le vrai territoire français, il va dans la vallée du Saint-Laurent. De Montréal à Québec, c'est là qu'est concentrée la majorité de la population. Après, il y a ici et là sur le territoire des forts, mais de là à dire que la France contrôle ce territoire-là, ben c'est pas vrai. Mais l'autre territoire qui est très important, ce sont les 13 colonies. 13 colonies qui vont bien sûr de la Floride jusqu'au Maine actuel aujourd'hui. Et sur ces colonies-là, on a environ 1,5 million d'habitants. C'est énorme. Alors qu'en Nouvelle-France, on compte dans les années 1750 70 000 personnes. C'est hyper inégal. Donc, on se dit c'est impossible que la Nouvelle-France soit capable de soutenir le choc face à la Nouvelle-Angleterre. Et c'est quoi les relations entre les colonies françaises et colonies britanniques à l'époque? Est-ce qu'il y a des tensions ou est-ce que finalement, avant que cette guerre n'éclate, il y a une sorte d'entente cordiale sur le continent? Non, non, il y a eu des tensions depuis le début. Même depuis le 17e siècle, depuis la fondation de Québec, depuis la fondation de Trois-Rivières de Montréal, en Acadie, même chose avec Port-Royal, les velléités britanniques pour conquérir la totalité du territoire ont toujours été assumées. Et même, je te dirais, dès le 18e siècle, avec le traité d'Utrecht, où on voit une partie de la Nouvelle-France être amputée, ou encore avec certains traumatismes, comme en 1755, l'Angleterre va conquérir l'Acadie, bien, c'était déjà fait, mais là, on va dire à la population, on ne veut plus de vous. C'est le traumatisme de l'Acadie, ce qu'on a appelé le grand dérangement, la déportation des Acadiens. On les prend, certains, on les renvoie en France ou encore, on les renvoie dans différents endroits du continent pour assimiler cette population. Et ça fait énormément peur aux Canadiens ici. Donc, les tensions, elles existent depuis très, très, très longtemps. Il y a des raids qui sont faits autant par les Français que par les Anglais, les Britanniques, si tu préfères, ou les colons, mais il faut dire que la majorité des raids sont faits par les Français alliés avec des Autochtones. Parce que les Français, quand je dis les Français, c'est les Canadiens ici, ont très vite compris que le continent, on va le maintenir non pas à faisant des techniques européennes, mais ce qu'on appelle la petite guerre, la guérilla, si tu préfères. On prend un petit parti de quelques soldats et on va harceler comme ça les colons britanniques ou les fermiers pour leur faire peur, pour qu'ils restent enfermés dans leurs terres. Donc, c'est une question de temps, j'ai envie de dire, que cette guerre-là se déploie de manière massive et touche tout le monde. Alors justement, elle va prendre un nouveau tournant, cette guerre, à partir du moment où les Anglais vont décider de mettre des moyens très importants Ouais. pour attaquer la Nouvelle-France.
Et ce tournant, c'est au moment de la nomination de William Pitt. Ouais. Est-ce que tu peux me présenter qui il est et qu'est-ce que va engendrer sa nomination en Angleterre? William Pitt, c'est le premier ministre britannique. Il faut rappeler quand même que depuis 1688, depuis la Glorieuse Révolution, les Britanniques ont un système d'une monarchie parlementaire. Donc, les parlementaires déterminent la politique en grande partie. Bon, c'est sûr qu'il y a des limites avec le pouvoir monarchique, qui est très important aussi, mais cette figure de William Pitt qui arrive comme premier ministre va se rendre compte que cette guerre, elle ne peut pas être gagnée uniquement en Europe. Puis ça, c'est fondamental. La guerre de 7 ans, c'est des guerres qui est une des premières guerres mondiales, carrément. On se bat ici en Amérique, mais aussi en Asie, en Inde, par exemple. La France avait Pondichéry, ça va être une défaite française, ça aussi. Mais William Pitt se dit que le meilleur moyen de déstabiliser la France, qui est un pays très important, le plus populé, la meilleure armée, c'est d'aller l'attaquer dans ses colonies. Et en l'attaquant dans ses colonies, on va la déstabiliser et créer cette capacité à conquérir des territoires. Mais plus encore, on se rend compte que les colonies ont une puissance économique extrêmement forte. En Nouvelle-France, ce sont les fourrures et les pêcheries. Donc, Pitt se dit, plutôt que de concentrer toutes ses troupes sur le champ de bataille en Europe, on va le faire ailleurs. Mais en même temps, c'est plus facile pour les Britanniques. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Angleterre, c'est une île. Donc, on n'a pas de frontières directes avec d'autres pays. Mais en ce qui concerne la France, on a des frontières avec plusieurs pays et on peut être envahi, ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre. Du moins, c'est plus facile. Donc, Pitt va dire, on envoie massivement des troupes, on déstabilise de cette manière que la France va être forcée à envoyer des troupes, va diviser ses troupes, donc diviser pour régner. Et donc, il va y avoir William Pitt qui va dépenser, on va décider de mettre énormément d'argent pour l'attaque justement de la Nouvelle-France. Il me semble que c'est Benjamin Franklin qui va dire ça nous aurait coûté moins cher de l'acheter. Oui, ça aurait coûté moins cher d'acheter de la Nouvelle-France que la conquérir. Benjamin Franklin a dit ça. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on aurait vendu la Nouvelle-France, quoi qu'on le fait avec la Louisiane, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que les moyens déployés par l'Angleterre vont être excessivement importants. Mais c'est pas dit parce que tu as des moyens que ça se passe bien. Les Français savent comment résister, savent comment organiser leurs troupes. Ils savent comment aussi contenir un ennemi. Des fois, on n'a pas le confrontant directement. La petite guerre dont on a parlé tout à l'heure est fondamentale pour comprendre la technique des Français pour tenir leur position. Pour tenir ces positions, on va faire appel à un personnage qui va être assez connu ici, c'est le général Montcalm. Ouais. Est-ce que tu peux nous le présenter et est-ce que aussi tu peux nous décrire quelle est la réponse de la France à la menace sur la Nouvelle-France? Général Montcalm, qui est quand même un très bon soldat, qui est très décrié aujourd'hui au Québec, on considère que c'est celui qui a perdu la bataille des Plaines d'Abraham. Donc, on le présente parfois comme un mauvais soldat, quelqu'un qui était plus intéressé à garder son honneur que de gagner une bataille comme telle. C'est plus compliqué que ça. Il y a eu énormément d'expérience. Il y a un magnifique livre de Dave Noël qui décrit très bien le personnage de Louis Montcalm. Voyons, j'oublie son nom complet. Louis-Joseph, merci. Louis-Joseph Montcalm. Et Montcalm a cette capacité à bien déployer les troupes dans un espace, mais à l'européenne. C'est-à-dire, quand il arrive ici, il ne prendra pas nécessairement en considération la manière de se battre. Par exemple, au fort William-Henry, il ne veut pas que les Autochtones fassent la petite guerre telle qu'ils la faisaient historiquement. Et donc, il va les considérer souvent comme des sauvages, comme des barbares. Il va les laisser de côté. Et ça, pour certains historiens, c'est un des points de départ de la défaite française. Ne pas considérer la manière de se battre précisément nord-américaine. Cela étant, il va quand même conquérir et il va gagner plusieurs batailles. Il n'a pas les moyens des Britanniques. Il va souvent se replier vers la stratégie défensive, attendre pour que finalement l'ennemi se casse les dents séquence après séquence pour que finalement lui soit capable de se maintenir, que la température qui est plus mauvaise arrive et là que les troupes ennemies soient obligées de se retirer. C'est pas une mauvaise technique pour autant, mais c'est pas une technique qui est conforme aux stratégies qu'on connaissait jusque-là. Tu parlais un petit peu des relations avec les Autochtones. Je fais juste un petit pas de côté. Souvent, en France, on dit qu'en Nouvelle-France, on avait des meilleures relations avec les Autochtones que les Anglais avec eux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et quelles étaient les principales tribus avec lesquelles collaboraient justement... Nations, pardon. Ouais. Quelles étaient les principales nations avec lesquelles collaboraient les Anglais? Bien, les Anglais, ça dépend parce que ça ici, je suis moyen à l'aise de te répondre là-dessus parce que je pense que je vais t'envoyer des noms d'historiens autochtones.
je préfère que ce soit eux qui racontent Ok, d'accord. leur Très bien. version des choses. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a souvent lancé l'idée que les Français s'entendaient mieux avec les nations autochtones que les Britanniques. C'est vrai, en partie. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs nations autochtones. On s'entend bien avec certaines nations autochtones. Par exemple, dans la grande historiographie canadienne, on présente par exemple les Hurons comme les bons autochtones et les Iroquois comme les méchants autochtones qui viennent faire des raids sur Montréal, qui scalpent. Donc, c'est pas un bloc uni, les Autochtones. Il y a autant de tensions entre les nations autochtones qu'il y a entre les nations européennes à la même époque. Donc, est-ce que les Anglais agissaient différemment avec les Autochtones? Oui, en grande partie. On pourrait remonter jusqu'à Samuel de Champlain, qui, au début du 17e siècle, disait que un des seuls moyens de s'imposer sur ce territoire, ça va être de s'unir avec les Autochtones. Que les Français marient des femmes autochtones. Mais attention, que les femmes autochtones adoptent la manière de vivre à la française. Donc, oui, il y a une différence, mais de là à dire que c'est l'ouverture, de la résilience et de la bienveillance, il y a quand même des limites à faire. Oui, déjà, ce n'est pas un bloc monolithique, ces nations autochtones. Et puis en plus de ça, même si on dit c'est un peu s'assimiler, c'est évidemment assimiler la notion européenne dans ces peuples. Exact. Donc j'entends très bien, c'est très intéressant. Hey, j'ai beaucoup de bruit de ventre, je suis désolé. T'inquiète, J'espère que ça va. surtout ça va pour toi. Oui, non, C'est non. OK. Justement, on commençait un petit peu à parler de Montcalm et de sa tactique militaire. Est-ce que tu peux nous décrire justement à quoi va ressembler l'attaque, le plan des Britanniques pour encercler Québec? Alors, les Britanniques arrivent avec leurs navires, ils descendent le fleuve Saint-Laurent, longent l'île d'Orléans, et là, ils se rendent compte que Montcalm est positionné à Beauport, ce qui est aujourd'hui le port de Québec. Et là, c'est un des seuls endroits où on peut débarquer un peu facilement. Ils vont essayer de harceler les Français, notamment en débarquant pas très loin de la rivière Montmorency. Ça va être un échec total. Voyant ça, les Britanniques vont se dire, bon, ben, on va créer une espèce de drame pour eux. On va détruire les fermes, on va brûler les fermes, on va dire aux gens, tout ça, c'est à cause des Français. Il va se dire, en brûlant les fermes, en ravageant les campagnes, il va inciter les gens à être contre Montcalm. Ça ne va pas fonctionner. Il va ensuite décider de se positionner de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, à Lévis. Il poste ses canons, et là, jour et nuit, on lance des boulets de canon à n'en plus finir. On veut détruire Québec carrément. On dit même que 90 % de la ville de Québec a été détruite. Les habitants fuient. Il ne reste que les chefs militaires, l'armée et ceux qui peuvent subvenir aux besoins de l'armée. Mais malgré tout, Québec se maintient. Mais Wolfe était dans l'idée qu'en pilonnant sans arrêt, ça allait finir par lâcher. Mais ça ne lâche pas. Ici, il y a quelque chose qu'on appelle l'automne et l'hiver. L'automne, le premier automne est beau, le deuxième est un peu dégueulasse. Et quand l'hiver arrive, et il arrive tôt, parfois fin octobre, début novembre, ça gèle, il y a de la glace, il y a de la neige, là, ça devient presque impossible. Et plus encore, le fleuve Saint-Laurent risque de geler. Donc, il faut qu'il fasse un coup avant que les premières glaces arrivent. Je garde ce moment-là sur les premières glaces. Et est-ce que tu peux revenir un tout petit peu en arrière avant d'attaquer Québec? Il y a cette stratégie de vouloir attaquer sur 3 fronts aussi différents. Oui. Est-ce que tu peux nous réexpliquer justement quel est l'objectif en attaquant sur 3 fronts? Alors, l'idée britannique d'attaquer, c'est de développer 3 fronts. Dans un premier temps, on voulait prendre Port-Royal, qu'est-ce que je dis? Louisbourg. On voulait prendre dans un premier temps Louisbourg. Et on se disait, ça va prendre très peu de temps. Malheureusement, les Français ont tenu beaucoup plus. Donc, on voulait arriver par le fleuve Saint-Laurent très vite. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Deuxième axe, on devait arriver vers le sud et prendre les forts qui étaient positionnés là, notamment Ticonderoga. Et Montcalm va se positionner et va réussir à se maintenir. Troisième colonne qui devait arriver par Montcalm, ici, on prend Pittsburgh, ce qui à l'époque est un fort, aujourd'hui c'est Pittsburgh, et là, on rentre facilement. Donc, les 3 colonnes qui devaient prendre la Nouvelle-France, il y en a une qui marche moyennement, la deuxième est cassée, puis la troisième, elle réussit. Donc, c'est un premier échec pour les Britanniques. Puis on avait déployé énormément de soldats, environ 50 000 soldats, ce qui est énorme, considérant que la Nouvelle-France, c'est 70 000 personnes. Donc, c'est comme si, par exemple, pour prendre la France actuellement, qui fait quoi, 80 millions de personnes? Oui, c'est 70 millions. Ouais. On envoie une armée de 60 millions de personnes. C'est-à-dire, bon, les proportions sont comme ça, mais c'est impossible, on s'entend qu'une armée de 60 millions de personnes existe, mais le choc
est énorme. Ouais, le choc est énorme. Et justement, je reviens au moment où tu disais, l'hiver arrive, Oui. Wolfe voit qu'il y a de la maladie qui se propage dans ses troupes, qu'en plus de ça, il y a de la désertion, Ouais. que Québec ne tombe pas. Qu'est-ce que décide de faire Wolfe à ce moment-là? Alors, Wolfe va avoir cette idée, ce que plusieurs ont considéré comme un coup de dé, un coup de poker. En gros, il prend ses troupes, environ 4500 soldats, il les met sur des bateaux pour traverser le fleuve Saint-Laurent en pleine nuit, sans lumière, rien, pour traverser et là, arriver juste au pied du Cap Diamant. Et il se dit, avec mes troupes et avec 1 ou 2 canons, les historiens ne sont pas sûrs, on va remonter le Cap Diamant à L'Anse-au-Foulon. Et en remontant ça, on va se positionner sur ces plaines d'Abraham qui, contrairement à son nom, là, ne sont pas du tout des plaines. Il y a énormément de vallons, de buttes. Bref, c'est un territoire torturé. Il arrive là, il positionne ses troupes. Et son idée est très claire. Se battre à l'européenne, forcer Montcalm à sortir des remparts, parce que Québec est très, très bien défendu, avec de beaux remparts. Et Montcalm le sait. Il a positionné ses troupes à Beauport. Pour lui, c'est inconcevable de traverser le fleuve, de monter le Cap Diamant, parce que c'est très compliqué. Et en plus, on risque peut-être de se faire découvrir et de se faire renverser dans le fleuve Saint-Laurent. Et là, ça serait la débandade totale. Mais Wolfe le fait. Et c'est quand même assez fou parce qu'il se positionne à un endroit aux plaines d'Abraham où il n'a pas de solution de repli. S'il doit battre en retraite, il tombe dans le fleuve. Il perd presque tous ses soldats. Donc, il n'a qu'un choix, gagner ou être détruit. Quand on est allé là-bas, il y avait une petite anecdote sur le fait qu'il y avait un soldat anglais qui parlait français, qui aurait dit... Qu'est-ce que tu penses de cette... Enfin, est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote et qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a l'anecdote célèbre qui veut que quand les Britanniques sont arrivés en haut du Cap Diamant, il y avait quand même des soldats français, là, notamment le capitaine Vergor, et on aurait dit « Qui va là ?» Et un soldat britannique aurait répondu « La France ». De là à dire si c'est vrai, on peut mettre des grands guillemets à travers ça, mais chose certaine, c'est que quand on a su que les Britanniques arrivaient, très vite on a envoyé un messager à Montcalm pour dire « Les Anglais ont débarqué ». C'est la stupeur. On n'y croit pas dans un premier temps. Mais très vite, on se dit « Bon, ben si c'est vrai, il faut relier les plaines d'Abraham ». On part de Beauport pour arriver sur les plaines, c'est 6 km de marche environ au pas de course. Montcalm, lui, le fait à cheval. Donc, il arrive là et il peut constater que c'est vrai. Quand les troupes arrivent, on l'oublie, mais elles sont fatiguées, les troupes. Elles viennent de marcher au pas, donc en plus avec tout ce qui est comme matériel. Donc, les Français arrivent fatigués, épuisés. Donc, ça part mal déjà. Ouais. Et est-ce que de quoi elle se compose d'ailleurs cette armée française à ce moment-là? Est-ce que c'est que des soldats, ou est-ce que finalement on va piocher aussi dans la population pour défendre la ville? On a des soldats français, le régiment de la marine, notamment des troupes de la marine. On a des soldats normaux, mais on a aussi des Canadiens, la milice qui était là-dedans. Et on va avoir des alliés autochtones. Donc, ça va être ce mélange qu'on va retrouver. On s'entend que les régiments français restent uniques, restent entiers, mais à travers ça, il va y avoir plus tard des Canadiens. Et c'est là, pense-t-on, que ça aurait merdé. Parce que les Français, les troupes françaises, on leur enseigne à refuser la mort, ne pas avoir peur de la mort. En gros, quand on te tire dessus, tu ne bouges pas, tu gardes la ligne. Mais pour un milicien qui n'a pas l'habitude de la guerre, quand on lui tire dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche. Et pour un Français, quelqu'un qui est couché, c'est quelqu'un qui est mort. Donc, quand on va voir les tirs britanniques rentrer comme un mur de balles, les Canadiens vont se coucher, les Français vont rester. Les Français qui sont restés vont se dire, mon Dieu, tous les Canadiens sont morts. C'est la catastrophe, vont battre en repli. Les Canadiens se relèvent, voyant que les Français sont en train de partir, se disent, ah, c'est fini, on a perdu. Eux, plutôt que de retourner derrière les remparts, vont se cacher derrière les arbres pour continuer à harceler les Britanniques en tirant comme ils le peuvent. Bref, ce qu'on peut dire, c'est que Montcalm a peu pris en compte le type de troupe qu'il avait. Mais plus encore, il a peu pris en considération le terrain sur lequel il se trouvait. Parce que quand il a donné l'assaut pour que les troupes partent, les troupes vont commencer à dévier. Ceux qui étaient à gauche vont aller un peu plus à gauche et à droite, encore plus à droite. Donc, il n'y a plus personne qui s'occupe du centre. Il va même avoir une première salve qui va être ratée beaucoup trop loin. Puis une salve, là, quand c'est raté, ça prend du temps à recharger son fusil. On pense que c'est entre 1 minute environ que ça prend, 30 secondes, 1 minute, recharger un fusil à l'époque. Mais sous le choc du combat puis avec le stress, ça peut aller jusqu'à 2 minutes. Puis on peut comprendre pourquoi.
Donc Montcalm fait une erreur stratégique, plutôt que de laisser venir les Anglais, il décide d'initier le combat, c'est lui qui décide d'avancer. Est-ce que c'est une erreur? Ça, c'est la grande question. Quand on regarde le déroulement des batailles européennes au 18e siècle, c'est pas tant une erreur que ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait casser tout de suite les Britanniques en se disant je mets fin à tout ça. Parce que si j'attends, ils vont positionner leur artillerie, ils vont être capables de nous pilonner et là, ça va être la fin. Certains disent, s'il avait attendu Bougainville ou encore Lévis, qui s'en venaient avec des troupes, on aurait pu les prendre en étau. Parce qu'il y a 4500 soldats britanniques et 4500 soldats français. Donc, c'est équivalent. Il y avait 1500 soldats qui s'en venaient. Donc, en les prenant en étau, on aurait carrément pu les repousser. Mais encore là, ça, c'est de l'histoire contrefactuelle. Et s'il avait attendu Lévis, s'il avait attendu Bougainville, mais il a décidé de ne pas le faire. Il a décidé, et le choix est compréhensible, d'avancer très vite, de casser les lignes britanniques pour les repousser. Une erreur qu'il a faite, par exemple, c'est de ne pas considérer, ne pas utiliser les Autochtones, de ne pas utiliser les Canadiens à bon escient, et surtout de prendre son temps pour évaluer le terrain. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, a de très belles pages là-dessus. Donc pour toi, l'erreur, au lieu de la décision d'avancer, elle est plus dans l'adaptation des troupes, peut-être ce côté très européen qui lui a coûté peut-être plus que la décision d'avancer. Mais tu sais, on dit que c'est une erreur de Montcalm, mais on pourrait faire la même chose de Wolfe. Wolfe a fait énormément d'erreurs. On l'a appelé, en fait, certains historiens l'ont appelé la journée des fautes. La raison pour laquelle on relève beaucoup plus les fautes de Montcalm, c'est qu'il a perdu. C'est une défaite. Renverse la chose. Premièrement, la bataille des Plaines d'Abraham n'est pas si importante que ça, parce qu'il y en a une autre qui va devenir l'année suivante, qui va être la bataille de Sainte-Foy, qui va être une victoire française. Mais la raison pour laquelle cette bataille-là est la clé de voûte de l'histoire du Québec en grande partie, c'est que c'est un symbole aussi. C'est la France qui ne veut pas investir dans ses colonies. C'est la France, c'est Montcalm qui ne prend pas en considération les Canadiens, la manière dont ils se battent. C'est Montcalm qui ne considère pas les Autochtones et la manière de mener la petite guerre. C'est lui qui fait à sa tête et qui, parce qu'il fait à sa tête, perd Québec. C'est ça qu'il y a derrière les Plaines d'Abraham. C'est une bataille comme une autre, mais c'est l'importance historique et mémorielle qu'on a plaquée sur cette bataille-là qui fait qu'elle est importante aujourd'hui. Justement, tu pars sur cette partie mémorielle-là. Moi, ce qui m'a touché, fait remarquer ça, et j'en parlais dans la vidéo, c'est que quand je parle des batailles des Plaines d'Abraham en France, très peu de gens connaissent. Les gens peut-être connaissent maintenant un peu plus avec ta vidéo, vont découvrir avec cette vidéo, alors que quand j'en parle à n'importe qui ici, tout le monde connaît la bataille des Plaines d'Abraham. C'est presque la connaissance qui ressort le plus des cours d'école. Alors que nous, pour le coup, c'est quelque chose, je l'ai découvert avec toi, alors que pourtant j'ai fait des études d'histoire. L'histoire est en partage. Selon que tu sois à un endroit ou à un autre, c'est jamais sur les mêmes événements. Mais la bataille des Plaines d'Abraham, c'est le socle de l'identité québécoise. C'est carrément le moment où on a été laissé de côté. Il y a beaucoup ce sentiment d'être oublié par la France. Puis le pire, c'est que si on avait fourni les troupes nécessaires, peut-être qu'on aurait gagné à ce moment-là. Quand je dis « on », c'est-à-dire l'importance. C'est un acte de définition d'action politique aussi. De la même manière que la Révolution française, c'est un passé qui ne passe pas. On n'arrive pas à passer à travers ça. On plaque sur cet événement-là, la Révolution française ou la bataille des Plaines d'Abraham, des volontés et des velléités politiques. On raconte comment ça aurait pu être, ce que ça a été. On se charge de ça pour porter l'histoire en véhicule actuel. À travers toutes les périodes, mais plus encore dans tous les pays, il y a ces moments-là, les moments cruciaux. Aux États-Unis, ça peut être soit la guerre de sécession ou encore la déclaration d'indépendance et la guerre d'indépendance. Ces moments-là sont fondamentaux. Puis au Québec, comme des fois on a de la difficulté à trouver un moment de gloire, on va le chercher à travers ce moment de laisser pour compte. On nous a oubliés. Et c'est pas pour rien que quand tu regardes l'historiographie sur la bataille des Plaines d'Abraham, on parle presque plus de l'effet que ça a été que des événements comme tels. Puis aussi, bon, dernièrement, on a quand même beaucoup travaillé cette bataille-là et à chaque fois, on se pose la question, est-ce qu'on doit commémorer la bataille des Plaines d'Abraham? On s'est posé la question en 2009. Est-ce qu'on doit rappeler ce moment-là, cette défaite? Et plus encore, le lieu, les Plaines d'Abraham, c'est un lieu qui est géré par le gouvernement fédéral dans une ville provinciale qui appartient à des Français, à des francophones, excuse-moi. Oh mon Dieu, quel lapsus! Et ça,
c'est encore un symbole d'un passé qui ne passe pas. La division entre les anglophones et les francophones, on dit au Canada qu'il y a deux solitudes, deux histoires. Juste pour te dire, quand tu remontes à ce qu'on appelle les grandes découvertes, qu'on devrait plutôt appeler grandes rencontres, c'est pas le même Européen qui aurait découvert, je le mets entre guillemets, le Canada. Pour les Canadiens anglais, c'est John Cabot, à la fin du 15e siècle, alors que pour les francophones, ici, c'est Jacques Cartier, en 1534. Pourtant, c'est le même lieu, mais on ne va pas chercher les mêmes importances, les mêmes références. Puis je te raconte cette histoire qui m'avait beaucoup marqué. Je travaillais à un moment donné avec un Britannique on travaillait sur Louis-Sébastien Mercier, qui est un auteur du 18e siècle. Puis les deux, on est 18e. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la France, lui, beaucoup sur l'Angleterre. Puis il me raconte que pour lui, la guerre de 7 ans, c'est la plus belle guerre qui existe. Parce que les Britanniques gagnent sur tous les tableaux. Puis plus encore, c'est pas pour rien qu'ils se glorifient de cette guerre-là. Parce qu'après, ça se passe super mal pour les Britanniques. Ils perdent leur colonie la plus importante qui vont devenir les États-Unis d'Amérique. Je te disais tout à l'heure qu'ici, on l'appelle la guerre de la conquête. Toi, tu m'as dit guerre de 7 ans. Mais les Américains, eux, ils l'appellent la French and Indian War, la guerre des Français et des Autochtones. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre beaucoup plus importante pour eux, qui est la guerre d'indépendance. Donc, l'événement, oui, il est important. Il est crucial, la bataille des Plaines d'Abraham, mais ce qui fait qu'il est encore plus crucial, c'est ce qu'on a plaqué comme importance, ce qu'on a voulu lui donner comme importance. On pourrait dire au contraire que oui, cette histoire-là a fait qu'on est passé de la métropole française à la métropole britannique, mais le vrai moment, ça aurait pu être pour nous 1791. Ça ne te dit rien. C'est ce qu'on appelle l'acte constitutionnel qui donne une chambre d'assemblée ici, au Bas-Canada. Alors que si on était resté avec la France, je doute que la France ait donné une assemblée législative à la Nouvelle-France. Tu demanderas à l'Algérie, ils n'en ont jamais eu pour le coup. C'est te dire. Oui. Donc, certains historiens et historiennes et des sociologues se disent peut-être qu'on n'est peut-être pas si mal tombé que ça. Puis on va pousser un peu plus loin. Les Canadiens français, qu'on va appeler bientôt des Québécois, parlent encore français. Tu sais, vous débarquez ici en tant que Français, puis vous dites « Waouh, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est une ancienne colonie ». Sauf que pendant 150 ans, il n'y a eu aucun lien entre la Nouvelle-France, qui est devenue la province de Québec, qui est devenue le Bas-Canada, et la France. On s'est constitué en tant que tel, et on a constitué un territoire où on parle encore français. On était 70 000. C'est rien. On a perdu sur la bataille des Plaines d'Abraham, mais on parle encore français. Donc, on a peut-être perdu par les armes, mais on a gagné par la langue. Et c'est pas à cause de la France. C'est parce qu'on a créé quelque chose de complètement singulier, particulier, de distinct. Ça, on peut en être fier. Donc, qu'on veuille se rappeler de ces moments-là très importants qu'une défaite des Plaines d'Abraham, oui, mais à un moment donné, il va falloir commencer à glorifier ce fait qu'on parle encore français. On s'est doté de lois et c'est une longue macération. Et c'est la grande difficulté de l'histoire, c'est qu'on aime ça, un événement. Ça permet de faire une ponction pour dire « paf! Voici comment tout s'articule, tout change. » Mais c'est rarement comme ça. Un événement, tu le sais, même la Révolution française, 14 juillet 1789, ça va prendre 100 ans environ que les idéaux de la Révolution française soient intégrés par la société française. Et encore, dans certains cas, on pourrait apporter certaines nuances. Mais même chose pour le Québec. Il va advenir la bataille des Plaines d'Abraham, mais cette maturation, cette manière de digérer les événements puis de se concevoir comme peuple qui encore aujourd'hui, malgré ce qu'on considère être une défaite, fait qu'on parle français. On a réussi à organiser notre vie pour maintenir le fait français en Amérique. C'est sans doute la plus grande victoire qu'on puisse avoir. Et du coup, j'ai envie de terminer notre entretien avec cette question, puisque nous, on va commencer notre documentaire par ça. Cette déclaration de Marc-Antoine Dequoy, qui est joueur aux Alouettes de Montréal. Et il remporte la première coupe Grey de l'équipe depuis 2010, en 2023. Et il déclare notamment cette phrase « Gardez-le, votre anglais ». Qu'est-ce que l'historien en toi pense de cette déclaration? C'est intéressant parce que quand tu parles de la langue au Québec, c'est un des éléments les plus épidermiques. On en est extrêmement fiers. Mais on a de la difficulté des fois avec notre accent. Je vais revenir à l'anglais dans quelques instants. Des fois, on a l'impression que les Français nous parlent puis nous disent « Ah, vous parlez comme au 18e siècle ». Mais c'est pas vrai. C'est plus complexe que ça. Mais l'histoire du fait français au Québec parle d'une longue histoire où on essayait de nous mettre de côté, de nous assimiler. L'Angleterre, en 1840, a envoyé quelqu'un à la suite des rébellions des Patriotes pour essayer d'assimiler
les Canadiens français. Et il va dire de nous qu'on est un peuple sans histoire et sans littérature. Et il dit qu'on ne parle même pas un vrai français, mais un French-Canadian patois. Il y a une insécurité linguistique qui va traverser tout le 19e siècle. Et quand on arrive au 20e siècle, on va essayer de s'inventer un accent radio-canadien qui pointe à gauche et à droite, parce qu'on a honte de notre accent, puis plus encore, parce qu'on est entouré d'une marée anglophone. Tu sais, le village d'Astérix, là, c'est exactement ça. On a l'impression que si on ne monte pas des murs autour de nous, si on ne préserve pas notre langue, si on ne laisse pas de côté certains anglicismes, si on n'a pas une loi comme la loi 101, on va être envahi. Et plus encore, les anglophones autour de nous nous voient comme une espèce d'anormalité, quelque chose qui ne devrait pas exister, qui devrait être enserré dans le Canada. Et plus encore, tout le monde devrait parler anglais parce que l'anglais, c'est la langue universelle. Pourtant, nous, le fait de parler français, c'est une victoire historique. Donc, ils disent, vous voulez qu'on parle anglais? Mais nous, le Canada, la raison pour laquelle le Canada existe, c'est qu'il y a eu des francophones qui étaient ici, qui se sont constitués en alliance avec les Autochtones, bien sûr avec des drames affreux. Et quand les Britanniques sont arrivés, ont conquis ce territoire-là pour ensuite voir arriver des loyalistes à la suite de la guerre d'indépendance américaine, ce Canada-là a pu se constituer parce qu'il y a une minorité francophone qui encore aujourd'hui se maintient. Ça apprend beaucoup sur l'importance des minorités dans les pays, mais ça apprend aussi beaucoup sur la manière de préserver une langue qui est assaillie de toutes parts. Donc, quand on parle du français au Québec, c'est comme de parler de l'identité pure et entière du Québec. Mais ça ne veut pas dire que c'est exclusif. Un Québécois, il n'a pas besoin nécessairement de parler français. On a des gens comme les sœurs McGarrigle ou encore Leonard Cohen, qui est un des grands Québécois, qui s'exprimait en français, mais aussi qui chantait en anglais. On a les langues autochtones avec les artistes autochtones. Mais le fait français, on a l'impression que c'est un cœur historique. Donc, quand il va déclarer « gardez-le votre anglais », c'est surtout une manière de dire « on est là, on ne bougera pas et notre langue ne bougera pas ». Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi. Merci d'avoir conclu. C'était super. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Cool.